Pour ne pas sombrer dans la facilité, je ne commencerai ni par le début ni par la fin. Nous sommes en 1933, quelque part en Suisse, plus précisément dans une chambre de l'hôpital Purgolzi près de Zurich. Et dans cette chambre, il y a deux hommes. Le premier, c'est le plus jeune. Il se nomme Édouard. Il a un peu plus de 20 ans et c'est le malade de cette chambre d'hôpital. Il est atteint de ce que l'on nommerait aujourd'hui de la schizophrénie. Le deuxième homme est un peu plus grand, il a le regard vif, il est à peu près comme d'habitude assez débraillé, il arbore sa sempiternelle moustache et c'est le père du malade et c'est bien entendu le héros de la soirée, c'est Albert Einstein. Alors, qui est-il Albert Einstein en ce printemps 1933 ? Eh bien, je vais projeter ma première image, si ça veut bien. En 1933, Einstein est tout simplement le plus grand savant de son temps, et peut-être même de tous les temps. Il est au sommet de sa notoriété, il a reçu le prix Nobel en 1921, il fait le tour du monde pour donner des conférences, il est le savant des savants. Sur la photo qui est derrière moi, qui est une photo de classe incroyable, c'est la photo qui est au Congrès Solvay, prise au Congrès Solvay de 1927. Le Congrès Solvay, c'était une réunion, enfin c'est toujours, ça existe toujours, une réunion des plus grands savants du temps, faite par un industriel belge. Et il est au milieu, et pourtant, dans cette photo, il n'y a pas moins de 17 prix Nobel, qui l'ont déjà ou qui l'auront quelques années plus tard. Et lui, il est au milieu. Donc c'est quand même le plus grand, et il est reconnu comme étant le plus grand en 1933. Et pourtant, il a beau être Einstein, il a beau être le plus grand savant du monde, il est en visite à son fils qui est malade, et tout Einstein qu'il est, eh bien, il a de la peine à trouver des mots, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Alors, il va prendre son violon et jouer un morceau pour son fils, puisque les mots ne viennent pas, et c'est ainsi qu'il va communiquer avec son fils malade. Alors, je trouve cette anecdote touchante, car ça remet Einstein un petit peu au rang des gens normaux. Il a des problèmes de famille, il a un problème de père, et il fait comme tous les parents du monde, il fait essentiellement ce qu'il peut. Et là, il a sorti son violon. Et c'est un des aspects que j'ai trouvé intéressant en préparant, ça fait longtemps que j'avais envie de parler d'Einstein, en préparant cette intervention, c'est que Einstein, par un certain nombre d'aspects, est un type normal. Alors que quand je vous ai parlé de Majorana n'est pas un type normal. Majorana, qui fait des calculs de folie en quelques secondes, qui reprend Fermi dans un entretien d'embauche, c'est pas un type normal. Newton, on sait que c'est pas un type normal non plus. Il a un caractère épouvantable, il n'a jamais eu de liaison sentimentale, c'était pas un type normal non plus. Einstein, non. C'est un génie, il a plein d'aspects géniaux, mais de temps en temps, il est normal. Alors revenons donc en 1933, puisque Einstein a terminé ses dernières notes de violon, et il va prendre congé de son fils, et il sait qu'il ne va pas le revoir de sitôt. En effet, 1933, ce n'est pas une année anodine dans l'histoire du monde, c'est une année où un certain Adolf Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement élu par le peuple allemand, et Einstein, quand il arrive en printemps 1933 d'une tournée de conférences aux États-Unis, apprend que sa maison de Berlin a été pillée par les SA, que sa tête est mise à prix et qu'il est contraint à l'exil. Et Einstein est parfaitement lucide sur Hitler, contrairement à plein de gens de cette époque d'ailleurs. Il dira même à Churchill de ne jamais se compromettre avec Hitler parce que Hitler, à la fin, veut la guerre. Et donc, c'est même pas la peine de discuter. Ça expliquera, on verra à la fin de l'exposé, un des épisodes de cette. Donc, avant de s'embarquer pour les États-Unis, il est allé voir son fils et le
peut le deviner, parce que c'est la dernière fois qu'il le fait. Alors, Einstein, qu'est-ce que je peux bien vous dire sur lui que vous n'ayez déjà lu ou déjà entendu? On a des centaines de livres, des milliers, je crois, des millions d'articles, alors là, ça ne m'en compte plus, des émissions de radio à n'en plus finir, de télé à n'en plus finir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Eh bien, justement, je vais vous raconter ce que j'ai envie. C'est-à-dire que j'ai pris le parti de parcourir sa biographie, de m'arrêter sur des aspects qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé, de passer sur d'autres qui ne me passionnent pas, de rétablir quelques éléments que je trouve souvent caricaturés, voire parfaitement faux. Et pour une fois, je rentrerai peu dans les détails de la physique, c'est-à-dire que le sujet du jour, c'est Einstein, c'est pas la relativité générale, ce n'est pas la relativité restreinte. J'aborderai les concepts, mais c'est tout. Alors, Einstein naît en 1879, année qui n'a pas un intérêt foufou, sauf pour ceux qui aiment bien l'histoire des sciences, puisque c'est l'année de la mort de James Clerk Maxwell, celui des équations, dont Martial nous a parlé une paire de fois dans son exposé sur la lumière, et que j'ai moi-même abordé plusieurs fois sur les propos de la radioastronomie. Donc il naît à Ulm, dans une ville de Bavière, dans l'Allemagne nouvellement créée par Bismarck. Son père dirige une entreprise de matériel électrique. Il est d'ailleurs un homme d'affaires assez mauvais. Il fera faillite plusieurs fois. Einstein passe une enfance somme toute assez ordinaire. Il a un appétit pour les sciences et la physique déjà assez évident, mais il a un contexte familial très riche là-dessus, puisque comme son père a une entreprise de matériel électrique et que l'oncle Jacob à côté est un bon bricoleur, eh bien, il traîne souvent dans l'atelier de son père pour jouer avec les bobines, faire des expériences électriques qui sont en 1880 quelque chose, des éléments très nouveaux. Alors, on dit souvent qu'Einstein a parlé tard, eh bien, c'est tout à fait exact, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a parlé vers 3-4 ans, ce qui n'est pas très en avance. Enfin, on ne peut pas être en avance sur tout non plus. Hein. De temps en temps, il est normal quand même, je vous l'avais annoncé. Donc, la jeunesse se passe. Il nous fait une petite crise mystique autour de ses 12-13 ans. Donc, pendant 6 mois, il était Dieu à fond, tout ça. Et puis, il est retombé dans la science très très vite, donc ça lui a vite passé. Et en fait, le dieu d'Einstein est plutôt le dieu de Spinoza. Il arrive enfin au lycée, il a 15-16 ans, et là, il ne se plaît pas du tout au lycée. Donc, on se dit c'est normal, puisqu'il fait sa crise d'ado, 15-16 ans, c'est pile l'âge. Mais ce qui ne lui plaît pas du tout au lycée, c'est le côté militaire de l'Allemagne de Bismarck. Et ça le met tout à fait mal à l'aise, il en est même tout à fait horrifié. Une des choses qui l'horripile, c'est tout ce qui s'apprend par cœur. Donc, en latin, en grec, en histoire géo, tout ça, c'est une catastrophe. Et comme il a déjà un sale caractère, il préfère ne pas apprendre par cœur et subir les punitions associées plutôt que de s'exécuter et d'obéir à des ordres qu'il trouve imbéciles. Alors par contre, il est très bon en maths. Il a appris tout seul le calcul différentiel entre 12 et 16 ans, ce qui est quand même assez fort. Donc notre Einstein est très fort dans les sciences, mais fâché avec le reste du lycée. Tant et si bien qu'un de ses professeurs, un professeur de grec, tout à fait visionnaire, lui dira un beau jour de 1895, je cite, « Vous n'arriverez jamais à rien. Par votre seule présence, vous altérez le respect de la classe à mon égard. »
un visionnaire, ce prof de grec. Bon, c'est un peu facile, hein, je crois qu'avec tous les grands hommes, on peut trouver une casserole d'un prof, mais bon. Donc, on est au lycée, et cette même année 1895, son père a des difficultés dans son entreprise, enfin, il fait faillite, et du coup, il va aller s'installer en Italie, puisque la famille de sa femme est un petit peu plus fortunée. Il va essayer de s'implanter en Italie avec toujours autour d'un magasin de matériel électrique. Comme l'Italie est un petit peu moins installée que l'Allemagne, il se dit que ça devrait marcher. Et du coup, le jeune Albert reste tout seul à Munich, dans le lycée qu'il déteste. Et donc, comme c'est un adolescent normal, il va nous faire sa belle crise d'ado au lycée. C'est-à-dire qu'il quitte le lycée de manière ferme et définitive, tellement il ne supporte plus l'ambiance militaire. Donc il quitte le lycée, il démissionne. Il va voir un toubib qui lui fait une attestation de comme quoi il déprime. Plus ou moins bidon, ça j'en sais rien. Je n'ai pas trouvé de commentaire qui me l'a dit. Non seulement il quitte le lycée, mais il va rejoindre ses parents en Italie, puisqu'il n'avait plus rien à faire à Munich, puisqu'il n'y allait plus au lycée. Alors là où il est un petit peu moins normal, c'est que non content de quitter le lycée, il va aussi quitter la nationalité allemande. Il va rendre son passeport et devenir apatride. Alors à 16 ans, il faut quand même avoir une force de caractère et une capacité de rébellion relativement remarquable. Alors la raison, c'est qu'il ne veut surtout pas faire son service militaire. Il a horreur de tout ce qui a trait à la chose militaire. Donc il s'installe en Italie avec ses parents et il passe grosso modo une année sabbatique. Il se promène, il bosse ce qu'il aime, c'est-à-dire la physique. Sinon, la vie est belle. Et puis à la fin de l'année, il entend parler d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école polytechnique de Zurich, dans laquelle on peut rentrer sur concours sans forcément avoir son bac. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'il ne risque pas d'avoir son bac en n'étant pas au lycée. Et donc, il va tenter sa chance. Et il a 2 ans d'avance quand même, hein, il a 16 ans. Donc, il est bien entendu recalé, puisque tout ce qu'il n'a pas appris des disciplines latin, grec, etc., il a eu des notes lamentables. Mais par contre, il est remarqué par le professeur de physique qui l'incite à suivre des cours et à se préparer pour représenter le concours l'année d'après. Alors, pour se préparer correctement, il va s'installer en Suisse, dans une petite ville qui s'appelle Achau, et qui a un lycée qui est beaucoup moins austère que le lycée de Munich, qui est même assez avant-gardiste dans sa méthode d'enseignement, et qui convient tout à fait au jeune Albert. Donc les profs sont pas là pour faire une discipline stricte, bête et méchante, mais plutôt pour répondre à des questions. On peut travailler en groupe, on peut essayer de découvrir des choses dans un climat de coopération. Bref, c'est exactement ce qu'il fallait à Einstein pour s'épanouir dans les études. En passant, il tombe amoureux de la fille du directeur de l'école, comme quoi il continue à être un ado normal. Donc l'année d'après, cette année de lycée suisse réussit, il repasse le concours du Polytechnicum et il est reçu cette fois-ci. Et il commence ses études en Suisse, donc, et se fait remarquer par une brillante capacité en physique et en maths. Ça, c'était pas une surprise. Mais également pour une indépendance d'esprit, y compris en physique et en maths, et une indépendance tout court qui va lui valoir quelques ennuis. Pour vous donner un exemple, il râle auprès de ses professeurs parce qu'on n'étudie pas les équations de Maxwell.
Alors lui, il les a vus tout seul, donc presque il s'en fiche, mais il va faire la leçon au professeur pour dire que quand même le contenu pédagogique, il est un peu léger au Polytechnicum. Donc évidemment, les profs adorent ça, et il se fait que des amis. Et puis, comme il a quand même son caractère, les trucs qui l'intéressent pas, il y va pas toujours. Donc c'est comme ça qu'il sèche allègrement un certain nombre de cours, et y compris certains cours de maths, qu'il regrettera quelques années plus tard. Donc, un Einstein qui a un sacré caractère. Alors, un petit truc en passant, il y a une image d'Épinal qui est complètement fausse, qui est que Einstein ne serait pas bon en maths. Alors, c'est franchement ridicule, mais ça a une raison, c'est que les premiers biographes d'Einstein qui sont allés voir ce qu'il faisait au lycée en Allemagne, puis au lycée à Achau, ont juste regardé les bulletins de notes sans trop chercher à comprendre. Et il se trouve qu'en Allemagne, la manière de noter, c'est la meilleure note, c'est la plus haute. Donc si vous avez un 6 sur 6, comme nous un 20 sur 20, c'est la meilleure note. Eh bien, à Achau, la meilleure note, c'est un 1 sur 6. Donc évidemment, les biographes qui étaient allemands, voyant qu'ils se prenaient des 1 sur 6 en maths à Achau, donc la meilleure note, l'ont taxé de la plus mauvaise, et donc du coup ont tagué notre Einstein de « il est nul en maths », ce qui pouvait un petit peu consoler tous les parents d'avoir un enfant qui a quelques difficultés en mathématiques. Mais non, c'était pas vrai. Alors revenons en 1898, nous sommes toujours à Zurich, et il va rencontrer sa future épouse qui s'appelle Mileva Maric, qui est élève du Polytechnicum également. Et cette Mileva est d'origine serbe et elle est un peu perchée comme Einstein, c'est-à-dire qu'elle est fascinée par les mathématiques et la physique et beaucoup moins par les cabarets zurichois. Donc ils sont sur la même longueur d'onde et ils s'installent ensemble dans cette toute dernière année du 19e siècle. Einstein est reçu en 1900 à son examen, donc diplômé du Polytechnicum. Mileva est par contre recalé. Il décide de se marier, mais le problème, c'est que côté de la famille d'Einstein, on trouve Mileva trop intello, et donc du coup, il s'oppose à ce mariage, et donc dans ces années-là, fallait quand même que papa-maman soit d'accord. Et ce n'est qu'à la mort du père d'Einstein, parce que vous figurez bien qu'avec le caractère de cochon qu'a Einstein, il n'allait pas se laisser faire, donc ce n'est qu'à la mort du père Einstein en 1902 qu'ils finiront quand même par se marier. Alors, on pourrait croire que tout va bien, mais en réalité, Einstein est sorti du Polytechnicum à une 4e place, d'une section de 5 élèves. Bon. Et il a une très très mauvaise réputation. Ça, c'est dû aux N cours de maths qu'il a pu sécher et à tout ce qu'il a pu sécher qui ne l'intéressait pas. Et de ce fait, aucun des professeurs du Polytechnicum ne fait de lettre de recommandation pour un poste universitaire. Et donc, Einstein est tout simplement chômeur en cette année 1900. C'est donc une année de vache maigre, puisqu'il ne trouve pas de poste en rapport avec son cursus, et voilà, il s'est fait griller par sa réputation, tout simplement. Donc l'année 1900 n'est pas très sympa, mais grâce à son ami... je n'ai pas noté son nom, c'est dommage, ça me reviendra. Il est embauché à un poste d'ingénieur de 3e classe au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Autrement dit, il a un boulot de relecture des brevets qui sont déposés par la communauté helvétique à Berne.
Et c'est un boulot qui est peut-être pas celui de ses rêves, mais c'est un boulot où il se plaît énormément. Comme il a de grandes connaissances de tout l'outillage, que ce soit les fils, les bobines, les aimants, les circuits électriques, tout ce qu'il a vu quand il était gamin, la partie, on va dire, physique, lui est très bien connue. Et évidemment, la culture générale en physique est bien au-delà d'à peu près n'importe qui. Du coup, il est très content de son poste, il est très content de ce qu'il fait, et en passant, ça lui laisse beaucoup de temps pour ses recherches personnelles. Et son ami c'est Grossman, celui qui lui a permis de trouver ce boulot. Alors, voilà, il y avait un micro qui s'est remis, donc je l'ai coupé. Donc, il se plaît à son poste, il s'épanouit, et du coup, il est félicité par sa hiérarchie, et tout va très bien. Donc, les années passent, Einstein publie ses premiers papiers. Il avait par exemple travaillé sur le nombre d'Avogadro, mais il s'était planté dans une dérivée, donc il n'avait pas trouvé la bonne valeur, mais ça commençait à être un peu sérieux. De son mariage avec Mileva naît Hans Albert en 1904. Et en réalité, ce n'est pas le premier enfant, c'est une chose qui a été découverte dans les années 80. Einstein et Mileva ont eu une petite fille en 1902 qui était prénommée Liserl. Alors on n'a en fait que 3 traces de cette Liserl dans toute la correspondance d'Einstein. Donc ça explique un peu pourquoi Mileva a planté le Polytechnicum, c'est qu'elle est enceinte. Elle est partie en Serbie pour accoucher en Serbie, évidemment, fille mère, tout ça, c'était pas cool. À l'époque, ça rigolait pas. Et on a 3 traces de son existence dans des lettres d'Einstein à Mileva, et puis après, plus rien. Et plus jamais rien. C'est-à-dire qu'il en reparlera, pour l'instant en tout cas, il n'en reparlera plus jamais, y compris plus tard, y compris dans sa biographie. Voilà. Donc on ne sait pas si elle est morte en bas âge, si elle a été confiée à une famille d'adoption en Serbie, quelque part. C'est un des éléments à éclaircir de la vie d'Einstein. Quant à Édouard, dont j'ai parlé au début de mon propos, il est né en 1910. Alors, va arriver l'année 1905. Alors, 1905, c'est dans tous les bouquins de physique ce qu'on a appelé l'année miraculeuse, à cause de 4 articles absolument remarquables. Donc, je ne peux pas me faire l'économie de l'année 1905, même si j'ai là maintenant aucune note. Donc il va falloir que je me débrouille comme ça. Le premier article publié en mars, c'est celui qui lui vaudra le prix Nobel. C'est la description de l'effet photoélectrique et l'introduction des quantas de lumière. Donc, quel est le sujet? Quand de la lumière frappe une plaque métallique, eh bien, sous certaines conditions, des électrons se promènent. Et donc, de l'énergie de la lumière passe pour faire déplacer des électrons et créer un courant électrique. Mais tous ces phénomènes ne sont pas continus, c'est-à-dire que selon la fréquence que l'on met et la luminosité que l'on met, il ne se passe pas la même chose. Et il ne se passe pas la même chose de sorte que si j'éclaire par exemple beaucoup avec une lumière rouge ou très peu avec de la lumière bleue, eh bien il va se passer plus de choses avec de la lumière bleue alors que j'éclaire pas beaucoup que quand j'éclaire beaucoup avec de la lumière rouge. Alors on a des choses un petit peu contradictoires et les savants du coin, de l'époque surtout, étaient un peu embêtés.
Et Einstein reprend une idée qui est l'idée de Planck, qui est de créer des quantas, enfin de quantifier les choses. Et donc en quantifiant les choses, il remet en cause le grand Newton, puisqu'on parle de la lumière, donc, il remet en cause le grand Maxwell, puisqu'on parle de la lumière, et donc la lumière est un phénomène ondulatoire, ça c'est acquis, on le sait, Fresnel l'a démontré, Young aussi, et Maxwell en a démontré la théorie. Donc il n'y a pas de sujet, la lumière est ondulatoire. Eh bien Einstein, du haut de ses 26 ans, dit non, la lumière a une partie corpusculaire, et il appelle ça un quanta. Et donc, première révolution, on introduit une notion qui date de Newton, qui avait été révoquée par d'autres grands physiciens, et il l'a remis au goût du jour. Le deuxième article, c'est celui sur le mouvement brownien. Alors, le mouvement brownien, c'est une manip absolument charmante qui consiste à observer au microscope des particules extrêmement petites, donc on prend du pollen, et de voir comment elles bougent. Et donc elles bougent de manière complètement désordonnée dans tous les sens. Et en fait, Einstein montre par des calculs que ce mouvement brownien est équivalent à des particules qui s'agitent de manière aléatoire et désordonnée. Et quand ces petites particules rencontrent quelque chose d'un petit peu plus gros, mais pas trop, parce que sinon ça serait trop massif, ça ne bougerait pas, eh bien ça crée un mouvement désordonné qui s'appelle le mouvement brownien. C'est tout simplement la porte à l'existence des atomes. En 1905, on n'a pas encore tranché sur le fait que l'atome existe, ou si la matière est continue jusqu'à l'infini. Et donc, la démonstration théorique de l'existence des atomes, on la doit à cet article d'Einstein sur le mouvement brownien. Bon, le troisième article, c'est celui sur la relativité restreinte. Alors, on peut passer 2-3 heures rien que là-dessus. On va quand même en dire 2 mots. Dans l'article de la relativité restreinte, il y a une manière de faire d'Einstein qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il pose une série de questions bêtes et il y répond. Et il y répond jusqu'au bout, et il passe à la suite. Alors, je vous invite à écouter Étienne Klein, qui le raconte bien mieux que moi, mais je ne peux pas m'empêcher de vous expliquer un tout petit peu ça. Il pose une première question qui est « Qu'est-ce que je veux dire quand un train entre en gare à 7 heures ?» Et donc, question incroyable. Donc il répond « Je veux dire que la trotteuse de ma montre arrive sur l'aiguille des minutes de ma montre arrive sur 7 exactement au même moment que le train s'immobilise quand il s'immobilise à quai dans la gare. Bon, puis il passe à la question d'après. Donc on est content, hein, le plus grand physicien du monde vous explique comment lire l'heure. Il passe à la question d'après. Qu'est-ce que ça veut dire quand le train entre en gare à 7 heures entre gare de Marseille, mais que moi, je suis à Aix-en-Provence. Et donc là, il commence à y répondre aussi. Mais on sent bien que c'est plus difficile parce que il y a un truc à trimballer. Puisque je ne suis pas à Marseille et que je suis à Aix-en-Provence, il y a un truc à trimballer, il y a une information à trimballer. Et puis, pour énerver tout le monde, il continue. Qu'est-ce que ça veut dire quand un train entre en gare à 7 heures et que moi je suis dans le TGV Lyon-Bruxelles en même temps? Alors là tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu, surtout quand on rajoute l'axiome de la relativité restreinte qui est la lumière va à la vitesse de la lumière quoi qu'il arrive. La vitesse va à la vitesse de la lumière quoi qu'il arrive, ça veut dire que quand je suis à quai et que je vois de la lumière du train, elle va à la vitesse de la lumière,
Et si je suis dans un autre train, et que je vois de la lumière qui vient de mon premier train qui arrive à quai, il va toujours à la vitesse de la lumière. Quoi que je fasse, je vais à la vitesse de la lumière. La lumière va à la vitesse de la lumière. Tout ça serait beaucoup plus facile à expliquer avec des schémas et des petites animations, donc je vais m'arrêter là. Mais ce qui est à retenir, c'est que la relativité restreinte, c'est en fait la métathéorie de toutes les autres théories. C'est-à-dire que pour faire de la mécanique quantique, vous devez la mettre dans la relativité restreinte. Pour faire de l'électromagnétisme, vous devez la mettre dans la relativité restreinte. Pour faire de la gravitation, vous devez rajouter de la relativité restreinte. En fait, la relativité restreinte a un très mauvais nom. Elle est beaucoup plus générale que la relativité générale, qui n'est qu'une théorie de la gravitation. On y viendra un petit peu plus tard. Bref, 4e article. Donc là, il est bien fatigué, il part en vacances. Comme Einstein lui-même le disait, disait je travaille pas vite, mais je travaille tout le temps. Moi, j'ai retenu que je travaille pas vite, mais je travaille pas tout le temps. Et donc, pendant ses vacances, il comprend une conséquence de la relativité restreinte, qui est E égale mc2. Donc, l'équivalence masse-énergie est une conséquence directe de la relativité restreinte. Quand je serai grand et que j'arriverai peut-être à le comprendre, et peut-être que ce jour-là, je vous l'expliquerai, pour l'instant, je ne l'ai pas encore compris, donc ça attendra un peu. Et donc, en septembre, en revenant de vacances, où il continue à travailler, donc, il publie ce 4e article. Donc, l'année 1905, 4 révolutions. Il aura le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, mais il aurait pu l'avoir pour n'importe quel des 3 autres articles. Et il est toujours un ingénieur de 3e classe à l'Office des brevets de Berne. Alors, quand même, ces articles font un petit peu de bruit, et donc il commence à être reconnu par ses pairs, mais c'est pas immédiat. Il y a Planck qui lui écrit, qui le félicite. Il y a des gens comme Poincaré qui n'étaient pas très loin de trouver la relativité restreinte, qui regardent ce qu'il fait. Et il faut attendre 1911 pour qu'il ait enfin un poste universitaire. Il aura un poste à Prague, parce qu'à l'époque, Prague était allemande. Et il est reconnu par ses pairs, invité au congrès de Solvay de 1911, où là, il n'a pas du tout la place du milieu. Celui qui a la place du milieu, c'est plutôt Marie Curie qui est sur la photo de famille. Cette photo, vous l'avez forcément vue dans tous les bouquins, où il est debout sur le côté droit, plutôt intimidé. Mais à partir de là, il entre dans la cour des grands. En 1914, il se sépare d'avec Mileva, dont il divorcera d'ailleurs en 1919. Voilà, de temps en temps, il redevient normal. Alors, je m'arrête une seconde boire un coup. C'était pas dans le texte, ça. Et on va attaquer un gros morceau, puisque nous sommes en 1914. On est en plein dans l'élaboration de la relativité générale. Alors, la relativité générale, il y a une chose qui est assez simple à comprendre, c'est le principe d'équivalence. Donc, je prends un membre de M13, prenons par exemple Martial. Je prends Martial, je l'enferme dans une boîte, de sorte à ce qu'il ne voit pas à l'extérieur. Et je prends un autre membre de M13, on va prendre Reynald, comme ça je pourrais intervertir les prénoms comme j'ai envie.
Et je le mets aussi dans une boîte, la même que Martial, et je place les boîtes avec mon côté mégalo, je fais ce que je veux, donc je place les boîtes, une sur Terre et l'autre sur une fusée qui est accélérée de 1G exactement. Et je demande à Martial et à Reynald de me trouver une expérience pour savoir où ils sont, qui est sur Terre et qui est dans la fusée accélérée à 1G exactement. Eh bien, ils n'arriveront pas à trouver d'expérience. Einstein dit qu'il n'y a pas de possibilité de distinguer celui qui est dans le champ de gravité de la Terre et celui qui est dans la fusée accélérée. Et donc, la conséquence, c'est qu'on postule que c'est équivalent. Donc la gravité, c'est égal à l'accélération. Et d'ailleurs, si on regarde ce qu'on a vaguement appris en terminale, le principe de Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, quand on applique ça à la pesanteur, on a P égale mg, donc on a mg d'un côté égale ma de l'autre, et bien on a g égale a, et tout va bien. Alors je vois que ça clignote, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Alors non, parce que non. Ne te fie pas au bruit de la fusée puisque tu es dans une fusée qui est insonorisée. On a tout prévu. Donc le principe d'équivalence, gravité égale accélération. Égale accélération, c'est ça. Ok. Bon, maintenant, j'ai pris les lambda 13, c'est pas pour rien. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des bêtises. Alors Martial, qui cherche absolument à entendre des trucs, il y a un moment, Martial, il prend sa chignole et il fait un tout petit trou dans le mur de sa fusée. Et donc par ce tout petit trou, on va dire que je néglige le fait qu'il y a un peu d'air qui pourrait s'en aller, hein, tout ça, c'est une expérience théorique. Hein. Dans ce tout petit trou, il y a de la lumière qui va passer. Et donc, cette lumière va rentrer par le côté, on va dire, droit, et puis va aller taper sur le côté gauche. Et comme on est dans une fusée qui accélère, la lumière a une vitesse finie, donc elle ne tape pas pile en face, ça a un peu baissé. La lumière fait une petite courbe due à la vitesse et à l'accélération de la fusée. Bon, jusque-là, rien de transcendant. Sauf que si on applique ça au principe d'équivalence précédemment cité, gravité est égale à accélération, eh bien, on obtient la conséquence que Reynald, qui est resté sur Terre, doit voir exactement la même chose s'il perce un petit trou, bien qu'il soit resté sur Terre. Donc, on a, par cette démonstration très imagée, démontré que l'espace est courbe. Si on croit au principe d'équivalence, alors la lumière est courbée par la gravitation. Donc toutes ces idées-là, elles ont été publiées par Einstein entre 1907 et 1911, dans plusieurs articles, qu'il n'a pas forcément un qu'il a écrit avec Bosman. Et donc les principes, ils sont connus depuis 1900. Maintenant, il y a la monnaie de quelques années de séchage de cours en école d'ingénieur, puisque Einstein avait séché les cours d'un certain Minkowski. Et ce monsieur Minkowski enseignait des mathématiques dans des espaces courbes. Et là, c'est moche. Einstein en aurait bien eu besoin. Et donc, du coup, il va beaucoup travailler avec des copains, notamment Haussmann, pour
pour mathématiser toutes ces idées. Et là, c'est effectivement des maths super difficiles. Il y aura bien besoin des coups de main des copains. On arrive donc en 1915, où sa théorie est prête, et où en novembre et décembre 1915, à l'Académie de Berlin, dans quatre interventions, il publie la théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation. Il est cuit mais alors cuit, parce que c'était un boulot de folie. Donc il tombe malade, il est complètement séché par un travail intellectuel absolument inhumain. Il y a, sauf la beauté du geste, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et d'intellectuellement super riche, on n'en fait pas grand-chose d'une théorie de la relativité générale. Alors on en fait deux petites choses. La première, c'est l'explication du périhélie de Mercure. Donc Mercure avait une fâcheuse tendance à avoir un périhélie qui avançait par rapport au calcul. Et alors ça avançait pas beaucoup, hein. En fait, l'avance du périhélie de Mercure, c'est d'à peu près 1000 secondes d'arc par siècle. Oubliez, par siècle. Donc, ça avance d'à peu près 1000 secondes d'arc par siècle. Donc, franchement, une pétouille de pétouille. Et sur ces 1000 secondes d'arc, on en explique quasiment tout par les perturbations de Jupiter, par les perturbations de Saturne, etc. Une fois qu'on a mis tout au bout, il y a 43 secondes d'arc qu'on n'explique pas. Les gens normaux, ils disent c'est bon, tu les gardes. Einstein, il dit non, c'est votre théorie de la gravitation qui est toute pourrie. Newton au panier. Moi, je les ai retrouvés les 43 secondes d'arc. Et c'est la première vérification expérimentale convaincante, ça sort en 1916, de la justesse de la relativité générale. Et puis arrive la consécration, c'est l'éclipse de 1919, où un Anglais, c'est un Quaker, décide de faire le maximum pour prouver, lui, Anglais, qu'un Allemand a raison de dessouder une théorie d'un Anglais génial qui est Newton. Donc c'est un peu bizarre, mais on est juste après la Première Guerre mondiale, on a un peu soupé. Donc dire que la science va rapprocher les peuples, ça avait vraiment du sens. Et donc il part, monte une expédition pour vérifier lors d'une éclipse que la lumière est bien courbée quand elle passe à côté d'un astre massif. L'astre massif, c'est le Soleil. Et effectivement, sur les photos réalisées, il y a exactement la déviation prévue par Einstein. Et alors, à partir de là, Einstein est superstar. Déjà, il avait une très grande notoriété dans le milieu scientifique. Hein. Depuis 1911, il était tout à fait reconnu par ses pairs. Mais là, en plus, une théorie validée par un Anglais sur quelque chose d'aussi établi que la gravitation de Newton, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tous les journaux ont fait la une, mais des vrais journaux, des journaux de la presse classique, pas de la presse scientifique, ont fait leur une là-dessus. Sauf évidemment en France, puisque ce jour-là, il y avait la grève des imprimantes. Alors, quelle heure il est? 22h24. Allez, je dois en avoir encore pour 20 minutes, puis ça sera bien. Je vais aller un peu vite, parce que sur cette partie-là, je maîtrise mal. Donc, on passe sur un certain nombre d'aspects des années 20.
bon, Einstein est superstar, il y a une tour Art déco qui est construite à Berlin, il est en conférence partout, tout va bien. Il a le prix Nobel donc en 21, enfin en 22, mais c'est pour l'année 1921. Et puis, donc l'épisode de 1933 que je vous ai raconté tout à l'heure, il part aux États-Unis, il s'installe, je ne sais plus où, décidément je suis fatigué, à Boston, à Princeton, voilà. Donc il s'installe à Princeton, et en 1935, il sort un article avec deux collaborateurs qui s'appellent Podolsky et Rosen. Et c'est un article qui est très intéressant parce que c'est un article génial et faux. Alors pourquoi génial? Parce que je suis incapable de vous rentrer dans les détails, hein, mais sur le principe, il prend la mécanique quantique, il regarde une certaine situation, cette certaine situation, aujourd'hui on l'appelle l'intrication, et cette situation d'intrication a un problème, c'est qu'en émerge un phénomène instantané, et un phénomène instantané, c'est pas permis avec la relativité restreinte. Normalement, un phénomène, il doit avoir au moins, peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, c'est un phénomène instantané. Et donc, ça, Einstein, il dit, c'est mal. Du coup, comme la mécanique quantique marche très très bien, ce mécanisme-là, il fonctionne, mais ça veut dire qu'il y a des variables cachées et il faut aller plus loin pour trouver ce que c'est que ces variables cachées en mécanique quantique. Alors bon, il s'engueule un peu avec Bohr, tout ça, mais bon, on n'y comprend rien. Ce qui est important, c'est que la démarche est d'aller au bout d'un sujet, un peu comme il l'avait fait avec les histoires de trains, d'horloge et vitesse de la lumière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Einstein a tort. Il n'y a pas de variable cachée. Ça a été démontré dans les années 60 par Bell et vérifié expérimentalement par Alain Aspect au début des années 80. Et c'est bon, l'article PR, c'est quelque chose qui a été cité de très nombreuses reprises dès qu'on parle un peu mécanique quantique. Alors changeons maintenant de lieu et changeons d'époque. Après tout, avec Einstein, ça me paraît naturel de me promener un petit peu dans l'espace et le temps. Alors, que je me remette là où je voulais être. Donc nous sommes 10 ans plus tard. Nous sommes quelque part au-dessus du Pacifique et nous sommes dans un avion. Et cet avion, il est piloté par le major Claude Etterly. Vous n'avez sans doute jamais rencontré son nom. Il pilote un avion météo dont la mission est de constater que le temps est clair à un endroit donné, afin qu'un autre avion qui le suit à quelques dizaines de minutes de vol puisse effectuer convenablement sa mission. Et donc Claude Etterly arrive sur le lieu de sa mission, il constate que le temps est clair et il donne le go pour l'avion qui le suit. Le second avion, il est piloté par le major Paul Tibet et son nom ne doit pas vous dire grand-chose non plus. Par contre, l'avion qui est piloté par Paul Tibet porte un nom qui est connu de tous, puisque c'est un morceau de musique du groupe OMD. Ce nom, c'est celui de la mère de Paul Tibet. La mère de Paul Tibet s'appelle Enola Gay. Nous sommes le 6 août 1945 et nous sommes à Hiroshima. Alors la fin, on la connaît, 75 000 morts dans l'instant, 100 000 au total, un impact psychologique colossal, un effet militaire à peu près nul, mais bon, c'est une autre histoire.
Bref. Et Einstein apprend la nouvelle par la radio, il est à Princeton, et il est absolument dévasté, en particulier parce qu'il connaît Hiroshima. Il y était allé en 1923 pour donner une série de conférences. Il y avait été extrêmement bien reçu. Il en avait un très bon souvenir. Et en voyant la ville atomisée au sens propre du terme, il en était tout à fait désespéré. Et pourtant, lorsqu'on lui a demandé, bien des années plus tard, s'il se sentait responsable de la fabrication de la bombe atomique, il répondit que pas du tout, qu'il n'était pas pour grand-chose dans la bombe atomique. Alors, l'image d'Einstein accrochée à la bombe atomique, je l'ai rencontré personnellement. Alors, je vous avais dit que je vous raconterais ma vie, tant pis, c'est le moment. J'étais en 4e. J'avais déjà de très mauvaises lectures, parce que je lisais une biographie d'Einstein. Et en rangeant mon bouquin dans mon sac, il passe devant les yeux d'un de mes copains qui me fait une scène en me disant que je m'intéresse à la vie d'un assassin qui a tué des millions de gens. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi l'image d'Einstein était associée à la bombe atomique. Et je l'ai compris que très récemment. Et je vais vous le dire pourquoi, donc, dans la fin de cet exposé. Alors avant, j'aimerais quand même revenir un tout petit peu en détail sur le rôle réel d'Einstein dans la bombe atomique, histoire d'éclaircir une fois pour toutes le sujet. D'abord, un tout petit peu de physique. E égale mc2, 1905, ce n'est pas du tout quelque chose relatif à la fission nucléaire. E égale mc2, c'est une formule universelle. Quand il y a un échange d'énergie, il y a de l'énergie qui se transforme en masse, il y a de la masse qui se transforme en énergie. Ça marche pour des trucs en chimie, pour des trucs, des potentiels gravitationnels. Ça marche pour n'importe quoi, c'est une formule qui est universelle. En 1905, on n'est pas sûr de l'atome encore. On va le mettre en évidence, Jean Perrin le mettra en évidence quelques années après. Donc E égale mc2, c'est pas la fission nucléaire. E égale mc2, c'est E égale mc2. C'est matière égale énergie, point. Et ça déroule de la relativité restreinte. On ne présume pas de comment est faite la matière dans E égale mc2. Donc dire E égale mc2, c'est la bombe nucléaire, c'est de la connerie. Pour le faire. Alors, pour faire une bombe atomique, il faut couper un bout d'uranium en deux. Et donc pour ça, il faut des connaissances très abouties sur la physique nucléaire qu'Einstein n'a pas tellement suivi. Einstein s'est arrêté à l'atome. En dessous, ça ne le passionnait pas plus que ça. Donc c'est plein d'autres gens qui ont travaillé là-dessus. Donc Chadwick qui découvre le neutron en 1932, l'équipe de Fermi à la Via Panisperna à Rome, qui bombarde de tas de choses, des tas d'éléments, et qui découvre petit à petit la radioactivité artificielle, c'est-à-dire qu'on arrive à créer un nouvel isotope d'un élément en le bombardant avec un neutron. Et puis arrive accidentellement, un jour, une fission. D'abord, ça a été fait par Fermi, mais il est passé à côté. Donc en bombardant de l'uranium, il n'a pas compris ce qui s'était passé, parce qu'il n'a pas analysé correctement le résultat de son expérience. Et donc ce n'est qu'en 1938 que Otto Hahn et Lise Meitner mettent en évidence et comprennent la fission. Donc là, on n'a pas d'Einstein. C'est d'autres physiciens qui ont abouti à ça. Alors maintenant, pourquoi Einstein est toujours associé à la bombe atomique? Il y a quand même une raison. Pour moi, il y a deux interventions d'Einstein relatives à la bombe atomique. La première, dont je n'ai pas retrouvé
la trace, donc c'est pas quelque chose dont je suis certain. C'est une lettre qu'il aurait fait à la reine de Belgique. Il connaissait très bien la reine de Belgique, ils jouaient du violon ensemble, enfin, il avait une bonne relation, pour lui demander d'être favorable à l'exportation d'uranium auprès des États-Unis, puisque les principaux gisements d'uranium connus à l'époque étaient dans le Congo belge. À vérifier cette information, je n'ai pas réussi à le faire, je vous livre que mes souvenirs, mais je pense que c'est juste quand même. La deuxième est beaucoup plus documentée, c'est l'intervention qu'il a eue auprès du président des États-Unis, Roosevelt. Alors ça s'est fait grâce à l'intervention, ou à cause, c'est comme on veut, des physiciens Léo Szilard et Eugène Wigner, qui donc c'était des juifs hongrois, évidemment exilés aux États-Unis, comme Fermi, comme Bohr, comme Einstein, comme à peu près tous les physiciens valables d'Europe, qui avaient fui le régime nazi. Et donc eux, c'est des physiciens nucléaires, ils avaient conscience que quelque chose était faisable, potentiellement faisable, et qu'il fallait surtout pas que les nazis soient en tête dans cette course à l'armement. Ils avaient quand même un type comme Heisenberg qui n'est pas un débile comme physicien, et donc toute la physique et toute la chimie étaient quand même très très allemandes, donc on pouvait avoir peur objectivement qu'il y ait une tentative pour réaliser une bombe. Et donc il fallait convaincre les États-Unis, qui étaient les seuls à avoir les moyens de chercher à faire une bombe, il fallait convaincre d'au moins chercher de faire quelque chose. Fermi avait essayé de convaincre un amiral américain. L'amiral n'avait rien compris et avait conduit Fermi. Et donc Szilard cherchait à rentrer en communication avec Roosevelt, mais il avait beau être un grand physicien, reconnu par ses pairs, Roosevelt c'était complètement de Szilard. Et puis il a eu l'idée d'utiliser Einstein. Einstein était mondialement connu. Tout le monde connaissait Einstein en 1939. C'était une superstar en quelque sorte. Et donc, ils arrivent à persuader Einstein de signer une lettre dans laquelle ils décrivent qu'une arme de très forte puissance est réalisable avec l'atome, notamment grâce aux derniers travaux de Joliot-Curie. Le brevet de la bombe atomique a été déposé par Joliot-Curie au printemps 1930. Donc Szilard écrit la lettre, Einstein la signe et on la remet à Sachs. Alors Sachs, c'était le conseiller économique de Roosevelt, et donc ça se passe au mois d'août, et Sachs est chargé de remettre la lettre à Roosevelt en main propre. Évidemment, on n'allait pas la mettre au courrier. Et puis évidemment, au mois d'août, il s'est passé plein de trucs. Le pacte germano-soviétique, l'envahissement de la Pologne, toute fin août et début septembre, enfin bref. Roosevelt avait d'autres chats à fouetter. L'histoire galope. Et ce n'est que le 19 octobre que Sachs arrive à coincer Roosevelt, si j'ose dire, dans des conditions favorables, et il lui remet la lettre. Et Roosevelt la lit avec attention et ne dit rien. Il reste un petit peu rêveur, dubitatif. Et Sachs, qui est un homme cultivé, dit à Roosevelt, est-ce que vous savez pourquoi Napoléon n'a jamais réussi à envahir l'Angleterre? Roosevelt ne connaît pas forcément l'histoire française. Il dit, écoutez, voilà, c'est très simple. Napoléon, pour aller envahir l'Angleterre, avait besoin de traverser la Manche avec des bateaux, sauf que les vents étaient contraires. Donc, il n'a jamais réussi
à avoir une flotte suffisante et le temps devant lui pour traverser la Manche. Et une fois qu'il avait mis pied en Angleterre, il avait une bonne chance de remporter la bagarre. Et savez-vous pourquoi il n'a jamais réussi à traverser la Manche? Parce qu'il n'a pas écouté un certain Fulton, décidément c'est la deuxième fois que je vous parle de Fulton dans mes exposés, qui avait amené à Napoléon une maquette de bateau à vapeur, en lui disant qu'avec la vapeur, on se fichait complètement du vent, et qu'on pouvait envahir l'Angleterre quand bon nous semblera. Napoléon n'avait rien compris, et avait éconduit Fulton, et avait perdu sa bataille avec les Anglais. Alors c'était très habile. Ça incitait Roosevelt à réfléchir quand même sérieusement à ce que venait de lui écrire Einstein. Et donc Roosevelt a pris le temps de réfléchir, et puis a sonné. Il a commandé une fine Napoléon parce qu'il avait de la persistance dans les histoires, et il a convoqué le général Watson en lui expliquant qu'il fallait se mettre au travail. Alors, de cette histoire, c'est la lettre d'Einstein qui a fait le boulot, ou c'est la subtilité de Sachs? C'est pas évident. Que la lettre soit signée par Einstein, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui pousse. Mais je pense que c'est un rôle de lanceur d'alerte, pas beaucoup plus que ça. D'un point de vue physique, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a à peu près aucune interaction avec les travaux d'Einstein. Alors tout ça n'explique pas tout à fait donc pourquoi on associe le nom d'Einstein à la bombe. Et j'ai trouvé, toujours grâce à Étienne Klein, l'explication dans la une du Times, datée du 1er juillet 1946. Cette une du Times, elle représente Einstein à côté du champignon atomique, et dans le champignon atomique est écrit E égale mc2. Et donc à partir de là, le mal était fait. On associait l'image du physicien, son équation et le champignon atomique. On est tous tués. Et effectivement. Donc, c'est vache de me faire marrer juste à la fin. Donc voilà l'explication du pourquoi on associe Einstein avec la bomba, sur un article en fait assez critiquable, puisque le journaliste qui a écrit ça a sans doute à peu près rien compris et a sans doute à peu près pas cherché à comprendre. Alors il me reste encore 5 minutes, donc il y avait deux petits sujets, enfin un sujet qui me paraissait intéressant, c'est les polémiques qui entourent Einstein, en particulier l'histoire de la relativité restreinte. C'est pas Einstein, c'est Poincaré, et E égale mc2, ça a été trouvé par plein de gens avant Einstein. Alors, il est absolument exact que les travaux de Poincaré étaient très proches et que les maths de Poincaré étaient très proches de ceux utilisés pour la relativité restreinte. Et la transformée de Lorentz, c'est la transformée de Lorentz, c'est pas la transformée d'Einstein. Donc, la relativité restreinte, c'était dans l'air du temps. Et Einstein ne l'aurait pas formalisé, ne l'aurait pas trouvé. D'autres s'en seraient chargés à peu près au même moment. C'est à peu près certain. La relativité générale, c'est autre chose. On ne l'aurait peut-être toujours pas trouvé s'il n'avait pas été. Je vais vous citer ce que raconte Einstein en 1946 sur ce sujet.
Ouvrons les guillemets. Il est hors de doute que si l'on jette un coup d'œil rétrospectif sur son évolution, la théorie de la relativité était mûre en 1905, par la relativité restreinte. Lorentz avait déjà découvert, par l'analyse des équations de Maxwell, la transformation qui porte son nom. De son côté, Henri Poincaré a pénétré plus profondément dans la nature de ces relations. Quant à moi, je n'avais connaissance à cette époque que de l'œuvre importante de 1895 de Lorentz, mais non de ses travaux ultérieurs, et pas davantage des recherches consécutives de Poincaré. En ce sens, mon travail de 1905 est indépendant. Ce qui est nouveau dans ce mémoire, c'est d'avoir découvert que la portée de la transformation de Lorentz dépassait sa connexion avec les équations de Maxwell et mettait en cause la nature de l'espace et du temps. Ce qui était également nouveau, c'est que l'invariance de Lorentz était une condition générale pour la théorie physique. Donc, la réponse d'Einstein est claire. On n'était pas loin, mais j'ai quand même fait le boulot. Bon, ça, on va passer. Donc, on arrive à la fin. Dans les 10 dernières années de sa vie, il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue physique. On lui a proposé d'être président d'Israël et il a refusé. Et il meurt à Princeton le 18 avril 1955. Juste comme ça, ce que je trouve le plus incroyable dans la vie d'Einstein, c'est la relativité générale, pour laquelle il n'a pas eu de prix Nobel. Mais la relativité générale, en fait, si on regarde les derniers prix Nobel de ces 30 dernières années, a reçu 8 prix Nobel entre les ondes gravitationnelles et les éléments de cosmologie. Donc, c'est une sorte de clin d'œil posthume que je trouvais intéressant. Alors, je m'arrête là, mais je vous donne ma bibliographie. Je vous ai raconté tout ça, alors d'une part avec quelques-uns de mes souvenirs. J'avais un prof en école d'ingé qui était complètement taré d'Einstein, donc il était allé jusqu'à interviewer l'arrière-petite-fille d'Einstein, qui était flic à Chicago. Et elle était flic à Chicago parce qu'elle en avait marre d'être l'arrière-petite-fille d'Einstein, donc elle devenait un matricule en étant flic. Bon, enfin, donc il était quand même bien tapé. Donc il y a ce bouquin-là qui est tout à fait sympa, qui est Le pays qu'habitait Albert Einstein d'Étienne Klein. Et puis cet autre bouquin, peut-être encore plus sympa parce que ça se lit super vite, il était 7 fois à la Révolution et qui est la bio de 7 physiciens incroyables, dont Majorana d'ailleurs. Voilà, et ben j'ai terminé. J'espère que ce format un peu bizarre vous aura plu et vous pouvez remettre vos micros.